Smell Talks, un podcast by Nez. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Nez vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Du 21 au 24 mars 2024, entre salons et festivals, la première édition de la Paris Perfume Week a réuni professionnels et amateurs passionnés au Bastille Design Center. Son objectif ? Rendre compte de l'effervescence de la culture olfactive et mettre en avant les acteurs d'une industrie multiple, marques, maisons de composition et producteurs de matières premières. Sur la scène des Smell Talks, se sont succédés des masterclass de grands parfumeurs et des conférences et tables rondes sur les dernières avancées de la recherche ou les relations que le parfum peut entretenir avec l'art, la musique, le cinéma ou la mode. Nez vous propose de redécouvrir certaines de ces interventions. Aujourd'hui, nos invités s'intéressent aux défis du développement durable dans l'industrie du parfum. Avec Guillaume Audy, directeur de la communication et du développement durable chez Iberchem, Rita Ribaud-Dominguez, consultante senior chez Olfasense, et Valérie Lovisa, conférencière en RSE à l'ISIPCA et consultante chez Be-Leader. Une table ronde animée par Sarah Boisse. Alors pour cette dernière table ronde de la journée, on va s'intéresser à la manière dont le développement durable impacte l'industrie du parfum et comment est-ce qu'elle la transforme. C'est un sujet absolument incontournable aujourd'hui dans beaucoup de secteurs et qui, dans l'univers du parfum, concerne vraiment une foule de sujets, depuis les produits eux-mêmes jusqu'à tout l'univers qui les accompagne. Pour tenter de brosser un tour d'horizon de cette vaste question, j'ai avec moi Guillaume Audy, directeur de la communication et du développement durable au sein de la société de composition Iberchem, qui siège également au comité développement durable de l'IFRA. Rita Ribaud-Dominguez, vous êtes diplômée en ingénierie environnementale et consultante senior chez Olfasense, une société spécialisée dans la gestion des odeurs et notamment au sein de l'environnement. Et enfin, Valérie Lovisa, vous êtes docteur en pharmacie, conférencière en responsabilité sociale et environnementale des entreprises à l'ISIPCA, consultante et en tant que Be-Leader, vous accompagnez des entreprises dans tous ces enjeux de durabilité. On va commencer par une question d'ordre général. Quelles sont les différentes manières dont la notion de développement durable s'applique à l'industrie du parfum ? Bonjour tout le monde. On va avoir une table ronde à moitié en français, à moitié en anglais. Donc, on va vous demander beaucoup d'attention, de patience. Merci d'avance. Et on va peut-être même changer de langue au milieu de la conversation. En fait, quand on parle de développement durable, eh bien, il y a une idée qui m'est venue ce matin. J'ai compté combien de produits parfumés j'avais dans ma salle de bain et j'utilisais quotidiennement. Eh bien, il y en a entre 10 à 20. Parce que le parfum, c'est pas juste la parfumerie fine, Fine Fragrances Niche Brand, mais c'est aussi le shampoing, le shower gel, votre déodorant, la crème, le sérum, le eye contour, le make-up. Ensuite, on a les produits détergents parce qu'on lave bien son linge tous les jours ou un petit peu moins. Et on lave également le sol, donc tous les détergents, les produits détergents. Donc, on est en contact quotidiennement entre 10 à 20 produits parfumés. La première question qui me vient après cette constatation, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de parfumer tous les produits qu'on utilise ? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Et la deuxième, c'est comment on va faire pour optimiser nos ressources de telle sorte à ce que ce soit sécuritaire pour le consommateur d'utiliser autant de produits quotidiennement, parce qu'à l'époque, nos parents, nos grands-parents, ils n'avaient pas tant d'exposition à des produits parfumés. Et deuxièmement, comment on fait si on consomme moins ou on consomme différemment pour que les compagnies soient quand même profitables ? Parce qu'il faut qu'elles fassent de l'argent, du bénéfice, parce que sinon on va perdre des emplois. On va travailler différemment. Et aussi en prenant soin de la planète. C'est une question qu'on va poser à Rita. C'est Rita qui va se pencher sur le sujet. Merci Valérie. I'm sorry, I need to switch to English. My French is a bit rusty, so I have to participate in English. I hope it's not a problem for you, and my apologies. And as Valérie was saying, of course, I want to talk about sustainability and how this affects the fragrance industry, but introducing into the concept of sustainability. And when we think about this concept, we need to think of their main 3 pillars, which are environmental, social, and economical. And if we think about environmental, the first thing that comes to my mind that may affect the fragrance industry is the use of synthetic and raw materials. I mean, the sourcing part, where where everything starts from
for the production part, because we can see that more and more there's a tendency that consumers want to have fragrances made of natural ingredients. But natural ingredients not necessarily mean that they are more eco-friendly, because sometimes when we think about natural ingredients, this can have a higher risk of over-harvesting, because many times it's too excessive the way these raw materials are being produced in rural areas, and we just forget about using, for example, these resources for more food production. So there is this risk in what concerns natural ingredients. But not just that, sometimes also with natural ingredients, everything is less controlled somehow, because there might be some contaminants, some impurities, and it's more difficult to control. So this might also have a negative effect in consumers. So this is something on one hand that we need to think about. I mean, about finding the right balance, because if we also think about synthetic ingredients, which is very much used in the fragrance industry, also there is usually a higher consumption of water and energy resources. So this is also negative for the environment. So as I said, it's very important to find a right balance between natural and synthetic. And then if we think about the social pillar, this also is connected to my previous comments in regards to the raw materials that are used. For example, if we think about natural ingredients, usually those are harvested in rural areas of Asian and Latin American countries. So the fragrance industry have to work in an ethical way. I mean, of course, if this happens in those countries, it should have a positive impact in those communities. And the positive impact means that they should be have proper employment conditions, have fair wages, that their values and cultures are respected, that they also have a proper training program, that they are well prepared to harvest those materials in a more sustainable way. So all these aspects are important also for the fragrance industry to take into account. And then let's go to the last pillar of sustainability in terms of economics. Of course, for the fragrance industry to implement all these sustainable practices in social terms and environmental terms, this requires a lot of investment for those industries, an important adaptation for those industries. And of course, it is important to keep in mind that this should not compromise their business in the end. Yeah, so it's really finding balances about. That was my interview, and maybe I'll... On retourne en français, avec un petit accent québécois, c'est correct? Un peu pour poursuivre ce que Rita a dit. Quand souvent on me pose cette question-là, j'ai souvent tendance à dire quand on parle du développement durable en fragrance, en parfumerie, on pense souvent au packaging, comment on recycle le packaging, et aussi les matières premières naturelles synthétiques. Puis ce matin, j'ai décidé d'aller faire un petit deep dive un peu pour vraiment vous illustrer la profondeur et à quel point souvent la portée du développement durable va au-delà de ce qu'on pense. Donc je sais pas si vous êtes prêts, ça va aller vite. Ça commence avec le packaging. Alors, au niveau du packaging, on a l'emballage de plastique, le pétrole, l'énergie pour fabriquer la pellicule de plastique, le transport de la pellicule de plastique à l'usine de packaging, l'énergie pour l'assemblage de la pellicule sur le packaging. Ensuite, le carton, le bois nécessaire pour fabriquer le carton, le diesel pour opérer les véhicules de coupe et pour le transport du bois à l'usine, l'énergie et l'eau pour transformer le bois en papier, le transport du produit jusqu'à l'usine de packaging où est assemblé le parfum et finalement, encore une fois, l'énergie nécessaire pour assembler la boîte. Maintenant, on passe au flacon. Le pétrole, l'énergie pour fabriquer le bouchon en plastique et l'atomiseur, le diesel pour le transport du bouchon, l'énergie et le diesel pour le sourcing de la production du flacon. Entre parenthèses, l'industrie du verre représente à elle seule environ 95 millions de tonnes de CO2 par année. Ensuite de ça, le transport du flacon et du bouchon jusqu'à l'usine d'assemblage. On passe maintenant à la fragrance. Le transport individuel de toutes les matières premières, soit au minimum une 50aine par formule de l'usine jusqu'à l'usine de la maison de production. N'oublions pas que les matières premières naturelles viennent des 4 coins du monde. Par exemple, nous, on travaille avec la cardamome qui vient du Guatemala, le patchouli qui vient de l'Indonésie, le ylang-ylang qui vient des îles Comores. Ensuite, il y a l'énergie nécessaire pour la fabrication de la fragrance, depuis l'énergie de la mise en marche des machines jusqu'à l'éclairage du bureau du parfumeur, l'eau nécessaire pour laver les cuves, le transport de la fragrance jusqu'à l'usine d'assemblage du parfum. Maintenant, au niveau des matières premières, l'eau et le sol nécessaires pour la culture des matières premières, l'engrais et les pesticides utilisés dans les champs, l'eau et l'énergie nécessaires pour la distillation ou la synthèse des matières premières. Et finalement, comme Rita disait avant, il y a le facteur humain souvent qu'on oublie.
Donc, il y a moi et il y a, je sais pas moi, Jean-Claude Héléna, dans notre bureau, avec notre machine d'espresso, notre verre d'eau, notre chaise ergonomique et un bon salaire. Bon, le salaire de Jean-Claude est le mien, on s'entend que c'est pas. Ensuite, il y a les employés de l'usine d'assemblage ou les usines d'ingrédients synthétiques qui touchent un salaire et des conditions de travail qui sont aussi quand même acceptables. Par contre, après, il y a les employés de l'entreprise de packaging, qui souvent sont situés en Chine, qui travaillent sur un horaire beaucoup plus intensif, la plupart du temps debout, avec un travail répétitif qui n'a rien de bon pour leur forme physique. Et finalement, tous les travailleurs agricoles qui travaillent dans les champs. Et non, les images que vous voyez dans le Figaro à chaque année de Pauline et Jeanne qui cueillent des roses avec leur tablier en lin et leur panier d'osier, c'est pas vrai, c'est du PR. C'est pas représentatif de ce qui se passe en réalité. Par exemple, si on parle de la rose de Bulgarie, ouais. Je lisais dernièrement que la majorité des gens qui cueillent ces roses-là, ce sont des réfugiés syriens. Et clairement, leur salaire, c'est très loin de celui de Jean-Claude Héléna. Et un autre exemple peut-être pour terminer, en 2021, il y a une étude qui a été faite par la maison de composition IFF en collaboration avec Hyfer International, une OSBL, qui ont démontré qu'un cultivateur ou un cueilleur moyen de vétiver gagne en moyenne 2 $ par jour. Et vous allez dire, bon, en Haïti, vous allez dire qu'en Haïti, le taux de la vie est moins élevé, mais non, reste que 2 $ par jour, c'est pas assez pour nourrir une famille de 4 personnes. Donc, vous voyez que le développement durable va beaucoup plus loin que le recyclage du flacon et les matières premières. Merci beaucoup. Et quels sont les nouveaux défis qu'on voit émerger au niveau du développement durable aujourd'hui? About challenges, right, Sarah? Yeah, about the challenge of this industry. Can you hear me well? Sorry? Okay. Excuse me. Well, it goes somehow connected to what I was saying before. So industries need to do a lot of changes, a lot of adaptation that goes from the sourcing up to the production to have the final product. And I think a big challenge is really this transition phase. I mean, that companies change from their current activities, their business as usual, to implement new technologies, make sure that all their practices are sustainable. So this is for me the big major challenge, having this transition phase. But to be a little bit more concrete, also aspects that come to my mind has challenged, and I think that the fragrance industries are already facing is, on one hand, regulations, because especially European regulations have become more and more stringent in the last years, and they, for example, they just banned some ingredients that used to be used for the past many years already. For many years in the past, they used to be used by these fragrance houses, and they are not allowed to use them anymore, or at least they have to reduce the concentration of those ingredients. And of course, this should not compromise the olfactory perception of the fragrance in the end. So it's a challenge also for these industries to adapt to the new type of synthetic, or to the new type of ingredients that they are using. Also, the type of synthetics that they are using need to be more eco-friendly, so they maybe they need to use bio solvents, for example, and other type of materials to make sure that they go in the direction of sustainability. But besides regulation, I also come to my mind other aspects that are also challenging for the industry, which is very much connected to the circular economy, and it's the upcycling of recycling waste. I mean, that companies should also take more profit of the waste that they generate to reuse it again in their production process. And this is something that fragrance industries are already looking into it in somehow by, for example, using byproducts or bio waste from fruit products, for example. This is one of the practices, but again, this should not compromise the olfactory perception in the end. Another challenge I see, and it's talking very much nowadays also in the media, is about greenwashing, because companies are so worried about sustainability and they really want to make sure that they give a good image outside to the consumers that their company is sustainable, and sometimes there are quite some misleading claims. They are not really doing the things properly, and this will affect the consumer trust in the end. And for the companies who are really doing the things right and are working well in the path of sustainability, these companies then do not stand out, and it's not fair for those companies. Yeah. So, for example, one way to overcome this problem is maybe implementing
some accreditations, which already the fragrance industry is working in that regard. I mean, some accreditations, some eco labels that really is a confirmation that the companies are doing things right. Yeah. Greenwashing. I know I was also thinking about transparency, because more and more, very much related with consumers. Consumers want to know what they are consuming, what they are buying, and they want to have a very transparent way to know from how was the product, what is the sourcing of my product, and what is all the production process of the product that I'm using. So companies definitely need to be more transparent and also more traceable, yeah, to make sure that this information is available to consumers, and this generates trusts to them, but not just consumers, also to the stakeholders. And of course, it is complex because there's a very complex supply chain involved, and it's complex to adapt, but there are some solutions already, which is very much related with blockchain technology. So this is something that industries can work in this regard. And there is another one, right? It's about accreditation. Accreditation can also help, like demonstrating, portraying more traceability and transparency. So then in the industry, in matter of sourcing, and then for perfumery houses, product manufacturing, we talk about EcoVadis, but which is more environmental oriented. And then we have SEDEX with SMETA, which is more socially oriented. I know it becomes very technical. And to be honest with you, accreditation, when you start talking about it, it sounds like a jungle. You feel like you're entering into a jungle of accreditation. And even companies who are evolving in this industry don't know which one to choose. So it's very challenging, you know. And for each one of these accreditation, you actually not waste, but use resources. Everything is resource intensive. So we have to make sure we choose the right one. So then we talk the same languages. Guillaume, I think you have another point. Ouais, peut-être si je peux continuer un peu en ligne avec ce que Rita a commencé à parler avant, par rapport à la partie réglementaire. Justement, lundi dernier, j'étais à la réunion annuelle du comité de développement durable d'IFRA à Bruxelles, puis c'est là qu'on se rend compte, avec les discussions qu'on a sur ce comité-là, à quel point tout ce qui est réglementaire, législation, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui étaient hier à la présentation d'IFRA. J'imagine qu'on fait un peu un petit recap de ce qu'on a parlé cette semaine, mais souvent, c'est même des règlements que l'industrie ne voit pas du tout venir. Par exemple, le règlement du CLP qui a failli chambouler carrément l'industrie des parfums. Je ne sais pas si vous êtes un peu au courant en quoi ça consiste, mais grosso modo, ça aurait enlevé du jour au lendemain une centaine d'ingrédients naturels de la palette du parfumeur. Et on parle d'ingrédients comme la lavande, le citron, quoi d'autre aussi, toutes les citriques en général. Donc une chance, le règlement a été révisé et les parfumeurs pourront continuer à travailler avec ces ingrédients-là, mais tout simplement pour une réglementation qui découle du pacte vert, je crois que ça s'appelle comme ça en français, le Green Deal, l'industrie aurait dû s'adapter, mais du jour au lendemain d'une manière assez radicale. Il y a d'autres aussi réglementations. Quand on parlait justement de greenwashing, il y a une nouvelle loi qui vient d'être approuvée par rapport à comment les compagnies vont devoir communiquer les claims durables. Donc chaque claim maintenant devra être appuyé par soit des études, soit des données, mais il n'y a plus de claims comme ça. Les entreprises ne pourront plus dire que leur produit est naturel ou éco s'ils n'ont pas un papier pour le démontrer. Et maintenant, si ça arrive, il va y avoir des amendes, des amendes, ouais, qui vont être données aux entreprises. Donc, et je pourrais continuer comme ça, des lois, des réglementations qui commencent à être introduites. Et plus que ça va, plus que le rythme s'accélère. Donc moi, je pense que c'est quelque chose que les parfumeurs, s'il y en a ici, ou les gens qui travaillent dans l'industrie, devraient être beaucoup plus attentifs à ce que vos départements de législation ont à dire, parce que c'est eux, je crois, que dans les prochaines années, vont un peu guider le chemin que l'industrie va prendre. Et peut-être un deuxième élément rapide comme ça. Et aussi un peu ce que disait Rita au début par rapport aux matières premières synthétiques. Un des gros défis qu'on a, je me sens un peu mal de dire ça parce que c'est pas quelque chose qu'on dit souvent dans l'industrie, c'est un peu le elephant in the room, mais l'industrie FNF, 70% de nos ingrédients proviennent de l'industrie de la pétrochimie. Donc, et la bonne nouvelle par contre, c'est que l'industrie essaie de trouver des solutions à ça. Et c'est pourquoi vous entendez de plus en plus parler des biotechnologies. Donc ça, c'est une belle alternative aux matières premières qui sont issues de la pétrochimie. Mais ces matières premières-là sont longues à développer. Ça peut prendre 2-3 années de recherche et des millions qui sont investis derrière chaque matière première.
Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on devra surveiller dans les prochaines années. Et alors, vous parlez de biotechnologie, justement, est-ce que vous avez d'autres exemples de pratiques soutenables qui ont été mises en place? Est-ce que vous auriez des exemples concrets à nous donner de ce que ça peut générer comme initiative? Tu as par exemple l'alcool upcycled avec l'Anzatec, tu te rappelles? C'est aussi ouais. En fait, c'est pas des biotechnologies là, c'est du carbon capture. C'est-à-dire qu'on va capturer dans l'atmosphère des déchets carbonés, du dioxyde de carbone, et on va transformer ce carbone-là en molécules carbonées. Donc l'alcool, c'est carbone 2. Donc tu as 2 carbones qu'on utilise avec OH sur le côté, donc un alcool. On a besoin de 2 molécules de carbone et un alcool pour fabriquer de l'éthanol avec des déchets carbonés issus de factory. Comment on appelle ça? D'entreprise. Déchets de fabrication industrielle. Voilà, c'est ça. Excusez-moi pour mon français. Et maintenant, ce sont des projets qui sont utilisés, qui sont mis en application avec Coty, avec Firmenich également. Et l'objectif, c'est de n'utiliser que de l'alcool qui est issu du upcycling pour la fabrication de parfums. Donc, c'est vraiment un exemple qui est mis en application à l'heure d'aujourd'hui. Et c'était issu d'une collaboration avec Cantis, qui est un cabinet de conseil très connu dans le domaine du développement durable, qui est très fort dans l'industrie parfumerie et cosmétique. Donc vraiment un nom à retenir. Aussi une partie de l'industrie à moins que vous travaillez dans une maison de composition, qu'on ne voit pas nécessairement de la part du public, ce sont tous les outils internes qu'on utilise, tous les softwares maintenant qui sont en train de s'installer dans les maisons de compo. Chez Iberchem, par exemple, on a adopté le système Vita, qui aide les parfumeurs à faire de leur composition naturelle. Donc, au lieu de commencer à chercher un par un les ingrédients naturels, maintenant, avec un clic, ils ont toute la liste des ingrédients avec lesquels ils peuvent travailler, avec comment ils peuvent se combiner. J'appellerais pas ça de l'intelligence artificielle, mais on s'en vient de plus en plus vers ce chemin-là. Iberchem, on s'entend qu'on est quand même assez loin de Givaudan, on n'est pas aussi gros, mais même dans les plus petites boîtes ou les boîtes de taille moyenne, ce genre de technique-là ou d'outils-là commence à s'implanter. Et même nous aussi, on commence de plus en plus à travailler avec ce que je parlais auparavant, les biotech. Maintenant, au lieu du patchouli ou du sandalwood, on a de clearwood, dreamwood, ou le fameux le Z11, qui moins sexy comme nom un peu. Z11, c'est une molécule qui est ambrée en fait. Ouais, ça me fait toujours rire cette molécule-là. J'ai toujours l'impression que l'équipe de marketing est en pause quand ils ont choisi le nom. Donc le Clearwood, Dreamwood, Z11, il y en a plein à chaque année, il y en a des nouvelles qui s'ajoutent. Donc c'est un domaine qui est assez intéressant à surveiller. Et en termes de challenge, moi, j'avais 3 autres challenges à discuter avec vous et je les utilise toujours comme cas d'étude dans mon cours en développement durable que je donne à l'ISIPCA, qui est l'école du parfum basée à Versailles. Et le premier, c'est les index d'éco-responsabilité. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Chaque compagnie a développé son index d'éco-responsabilité qui permet aux parfumeurs, aux marques et aux évaluateurs de voir où est-ce qu'on se situe en termes de biodégradabilité, de chimie verte. Est-ce que le parfum que je suis en train de développer, il est vraiment bon pour la planète? Est-ce qu'il est vraiment bon pour les gens, pour l'utilisation? Est-ce qu'il est sécuritaire? C'est des index de développement durable, Sustainability Indexes. Le problème, c'est que l'industrie de la parfumerie est extrêmement compétitive et juteuse et chaque compagnie a voulu développer son index de développement durable. Et ça, c'est un problème parce que c'est basé sur des KPI qui leur sont propres et donc tous ces index de développement durable ne correspondent pas. On ne peut pas comparer un index avec un autre. Donc, on ne peut pas comparer un parfum d'une maison de parfumerie avec un autre parfum d'une autre maison de parfumerie. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'IFRA a un rôle prépondérant à jouer. Et ils ont développé leur propre index de développement durable d'éco-responsabilité qui s'appelle le Green Chemistry Compass, que tout le monde peut utiliser dans l'industrie. Et donc, on peut comparer les parfums d'une maison de parfumerie à une autre. Et là, c'est un autre problème qui vient en jeu. Je vais mélanger un petit peu les problèmes, mais c'est le problème du coût. Parce que quand on parle de développement durable, c'est extraordinaire. Quand on travaille dans une multinationale, on a une équipe de développement durable qui va travailler dessus. On a des outils, de la formation, des accréditations, des nouvelles technologies. On a quelqu'un qui travaille sur le sustainable sourcing parce qu'on a des moyens. Mais quand on travaille dans une SMI, Small and Medium Enterprise, donc une petite et moyenne entreprise ou une marque, on n'a pas ces moyens. Donc on est vraiment à la traîne, on souffre. Et on essaie juste de répondre à des briefs du client. Donc, tout est basé sur la demande du consommateur. C'est pour cette raison qu'il est très important d'éduquer le consommateur, de le sensibiliser. En fait, éduquer, c'est vraiment un très mauvais mot. C'est comme si le consommateur était non éduqué
Non, on veut le sensibiliser au développement durable, mais pas avec du greenwashing ou des mauvaises informations qui vont lui faire peur, comme ça il va acheter plus ou il va être dans un fight and flight mode. Non, on veut vraiment le sensibiliser à ce qu'il peut faire, parce qu'à chaque fois qu'on achète un produit, on a le choix. On a un choix d'avoir un impact positif ou un peu moins positif ou négatif. On a le choix. Donc la sensibilisation du consommateur est importante. Et deuxièmement, justement, IFRA joue un rôle prépondérant avec la toolbox de nouveau. Donc, IFRA, pour ceux qui ne savent peut-être pas, je n'assume rien, ça signifie de International Fragrance Association, qui est en charge de la réglementation donc au niveau international. Et ils ont développé une toolbox. Et cette toolbox va aider les small and medium enterprises, les petites et moyennes entreprises, dans leur transformation éco-responsable. Et donc, c'est plus ou moins gratuit. Guillaume, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire aussi, si ça vous intéresse, je vois les gens prendre des notes. Je sais que les gens aiment beaucoup les données, tout ça. Il y a aussi, si vous allez sur la page d'IFRA, il y a le Sustainability Charter. C'est un document où les entreprises ont répondu à des sondages, etc. Donc, si vous voulez avoir un peu d'informations par rapport aux des données, des pourcentages, par rapport à comment les entreprises adressent le développement durable dans l'industrie, je vous invite à aller voir ce document-là. C'est rempli de données et ça peut être très intéressant à consulter. Merci beaucoup, Guillaume. Il y a un troisième challenge, excusez-moi, qui vraiment m'a sauté aux yeux cette année parce que j'anime des conférences dans le domaine du développement durable à Dubaï pour le Beauty World. Et il s'avère qu'on travaille avec des marques locales et au Moyen-Orient, comme en France et comme en Italie, la parfumerie et l'héritage culturel olfactif est très important. Et donc, on ne veut pas faire aucun compromis sur le parfum, ni sur les ingrédients, les matières premières. Donc, c'est vrai qu'une réglementation ou un message de développement durable qu'on va développer dans un pays occidental, qui est très réglementé, va devoir être adapté à une région de perfume lovers, de gens qui adorent le parfum et qui utilisent des parfums depuis des millénaires. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en considération, la géolocalisation quand on adapte une réglementation ou un message. Là, vous avez beaucoup parlé du parfum lui-même et finalement pas beaucoup de tout ce qui est autour. Je pense notamment aux emballages, aux différents formats de parfums. Est-ce qu'il y a des initiatives aussi qui se jouent à ce niveau-là? Maybe I can start. Yes. Yeah, when we are thinking about the packaging for fragrance industries, of course, it has also an effect when we talk about sustainability. And for example, one of the aspects that it comes to my mind is that consumers are, for example, using more refillable packaging. Probably you've seen that there are more shops where and supermarkets where you can refill, for example, your detergents or personal care products or even fragrances. And this is something what consumers are demanding. So in somehow, it is going in this direction. It's one of the changes that the packaging industry is also suffering for these sectors of industry regarding to sustainability. But it's not just that. Also, another important aspect is that for especially cosmetic industries and fragrance industries who claim to have natural products from natural resources. Of course, it's also important the image that they give with their packaging. So most of those companies are also using recycled materials for packaging. Yeah, so they use recycled cardboard and paper, recycled plastics for their packaging. So this gives also a good image in the end that everything makes sense in the end, right? And also what the tendency is also to minimize the packaging. I mean, use less resources, so then you also generate less waste, and your packaging is more minimalist. And this also has somehow an advantage to the industries because it also optimizes the space for transportation. So it's also positive. And all these changes are taking place nowadays. If I talk a little bit about my experience from Olfasense as a testing laboratory, it is true that the companies who are using recycled materials from recycled plastics, recycled cardboard materials, they face some challenges as well, that there are some drawbacks, and mainly because those materials sometimes have an off note, have an undesired odor, and this can affect the consumer perception. When they grab the material, they smell it, they don't like it, and this have a negative effect that they might not buy that product again, or the material
it adds some odor to the final product, which is also not intended to. So we receive more and more requests from those industries to test the packaging materials, to understand why those off notes are appearing, which compounds are causing those undesired odors, to optimize their products. So it's also a challenge that they are facing in that regard. Peut-être prendre un autre angle d'approche pour répondre à cette question-là. Justement, au début, quand je vous parlais de toute la chaîne de valeur ou tous les éléments qui rentrent en compte en développement durable, même si on parle de packaging, moi je dirais que c'est surtout la pénurie d'eau à laquelle on fait face actuellement qui va vraiment changer ce milieu-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression le jour zéro. On entend de plus en plus parler. Maintenant, c'est Barcelone qui est avec ce problème-là. Il y a Mexico, il y a Cape Town, Melbourne. Il y a 2 ou 3 villes aussi en Inde que dernièrement, ils commencent à en parler. Grosso modo, le jour zéro, pour ceux qui ne savent pas, c'est une date butoir à laquelle ces villes-là, ils se retrouvent sans eau potable, sans eau courante pour les habitants. Et on parle de villes de dizaines de millions d'habitants. Donc évidemment, si on se retrouve avec ce genre de scénario-là, les industries de packaging et de production de produits de consommation vont devoir s'adapter aussi. C'est qu'actuellement, ce genre d'entreprises-là, ils sont pas très taxés sur l'eau qu'ils utilisent, et puis ils utilisent de l'eau d'une façon assez intensive. Donc si du jour au lendemain, on se retrouve dans une situation où on n'a plus d'eau, et ça risque d'arriver beaucoup plus tôt que ce qu'on pense, ils vont devoir repenser la manière de travailler. Évidemment, avant de commencer à fabriquer une boîte de carton, je ne sais pas exactement combien d'eau est nécessaire pour fabriquer une boîte de carton, mais je peux vous dire qu'une feuille blanche que vous utilisez nécessite 5 litres d'eau pour être fabriquée. Donc, vous pouvez imaginer un peu combien ça prend pour faire un carton pour une boîte de parfum. Donc, si les entreprises commencent à être taxées ou tout simplement, ils n'ont plus d'eau pour fabriquer leurs produits, soit qu'il va y avoir des nouvelles méthodes qui vont s'introduire, ou le prix va commencer à monter de manière assez drastique. Donc, reste à voir qu'est-ce qui va se passer. Et un dernier point sur le packaging. Le packaging, c'est très concret. Donc, on n'est vraiment pas dans un sujet conceptuel. Là, c'est la première chose qu'on voit quand on choisit un produit. Avant même de le sentir, on voit son packaging. Donc, c'est important. C'est pour ça qu'il y a des pays où on investit énormément d'argent et de matières premières. Il faut que ça ait l'air luxueux, il faut qu'il y ait de l'or ou de l'argent, il faut que ce soit lourd. D'ailleurs, c'était un critère de sélection des packaging. Il fallait que ce soit lourd pour que ça ait l'air luxueux, qu'il y ait plus de verre en bas du packaging, ou le capot as well, qui soit en zamac, qui soit lourd. Mais tout ça, ça a un impact considérable dans le transport, les frais de transport, les émissions de gaz à effet de serre. Eh bien ici, j'aimerais bien saluer quelqu'un d'admirable. C'est Sylvie Barré, avec qui on a déjà eu l'occasion de travailler et d'animer une conférence dans le domaine du développement durable sur le packaging. Elle est en charge de tout ce qui est PLV chez Chanel. Et elle est retournée à l'école. Elle était ingénieure à la base. Elle est retournée à l'école faire une formation à Polytechnique dans le domaine de l'éco-conception. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, quand on voit des gens comme ça qui sont inspirants dans notre domaine, on se dit, on doit retourner à l'école parce que le développement durable, c'est une nouvelle matière et on doit continuer à apprendre pour acquérir des compétences nouvelles. Donc, l'éco-conception, c'est quelque chose qui va s'apprendre. Donc, on peut retourner faire des formations à Cambridge, comme Guillaume, par exemple, ou à Polytechnique ou à MIT pour apprendre à faire de l'éco-conception et se remettre toujours en question. Il y a quelque chose d'intéressant qu'elle a appliqué quand elle est revenue chez Chanel, c'est de l'éco-design à 360, où ils organisaient des sessions, des workshops avec leurs fournisseurs, avec les équipes marketing, R&D et design, avec le creative director, en vue de créer, dès le premier coup de crayon, un PLV, donc comme ça un espace publicitaire, qui va être recyclable, recyclé, et qui va pouvoir être démonté et transporté facilement. Depuis le premier craie de crayon. Donc, quand on parle d'éco-conception, on revoit la manière dont on invente, on dessine, on design un produit. Donc, c'est une approche un peu holistique du design. Qu'est-ce que je voulais rajouter à ce sujet ? Il y a aussi une chose qui est importante et qu'on sous-estime, c'est qu'on peut avoir toutes les bonnes intentions du monde, mais il faut être entouré de gens qui partagent les mêmes valeurs. Donc, il faut créer un écosystème qui aille dans ce sens. Donc, ici, faire partie d'une conférence en développement durable, c'est un très, très bon point de départ. Travailler avec des maisons de parfumerie qui investissent dans le développement durable, c'est un autre point de départ. Peut-être
changer ses habitudes de consommation, lire un petit peu sur la fondation Ellen MacArthur, peut-être regarder qu'est-ce qu'on fait à l'UNJC, parce qu'on parle de formation, et je crois qu'on va en parler un petit peu plus tard justement de formation. Il y a des formations qui sont disponibles et qui sont gratuites en ligne dans le domaine du développement durable, que vous pouvez ramener à la maison, comme le UNGC, UN Global Compact, à ce sujet-là. Je vous laisse. Merci. Il nous reste à peine quelques minutes. J'avais une dernière question pour vous. Est-ce que vous voyez des domaines dans lesquels le développement durable a encore à progresser ou justement ne s'est pas encore immiscé dans l'industrie du parfum ? Je commence? Assez rapidement, je suis désolée. Oui. Moi, je dirais, si je sors un peu de l'industrie, mais je touche un peu toutes les industries en général et la société en général, je pense qu'il y a toujours un gros manque à pallier au niveau de l'éducation, de la sensibilisation et l'engagement. Juste un test ici, OK? On va faire un test. J'aime toujours poser cette question-là quand je fais des conférences ou je donne des cours. Combien de gens ici, vous pouvez lever la main? Inquiétez-vous pas, c'est un podcast, on va pas vous entendre lever la main. Soyez pas gênés. Qui ici a fait un geste vert au courant de la dernière semaine? Pour un compromis éco-responsable au courant de la dernière semaine. Et par compromis, je veux dire, vous avez pris, par exemple, au lieu de prendre l'autobus, un jour qui pleuvait, non, pas l'autobus. Au lieu de prendre un taxi un jour qui pleuvait, vous avez pris votre vélo. Vous aviez soif, mais vous n'avez pas pris une bouteille d'eau en plastique. Vous avez attendu 1 heure pour boire de l'eau chez vous. Donc vraiment quelque chose qui vous a un peu nuit. Qui ici a fait un compromis au cours de la dernière semaine? C'est bon. C'est plus que la moyenne normalement. Hein? Donc c'est un peu vers quoi je m'enligne. C'est que il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je crois qu'on est encore dans une situation où les gens adressent le développement durable quand ça leur adonne un peu, quand ils sont confortables. Il y a des changements à faire et ces changements-là devraient arriver plus tôt que tard. Si je prends par exemple, c'est un peu bête à dire, la semaine de la parfumerie, mais si vous avez une quinzaine de flacons de parfum à la maison, non, c'est pas normal. Il n'y a pas personne qui a besoin de 15 parfums chez toi. Probablement que si vous avez 15 parfums, il y en a facilement une douzaine qui sont sur une tablette à quelque part puis que vous n'utilisez pas. Ou vous parfumez vraiment trop. Un des deux. Mais avec deux bouteilles en principe, 2 flacons, vous devriez être correct. Et je vous dis ça, je veux pas faire la morale à personne, je suis pas mieux. Moi aussi, parfois je me dis, j'aurais pas dû faire ça, ou je suis pas Greta Thunberg, je suis pas venu en voilier jusqu'à la conférence, je suis venu en avion. Mais il y a des changements qu'on doit apporter et qu'on doit faire un espèce de compromis parce que c'est même plus une question de prévoir ce qui va arriver ou essayer d'éviter, c'est qu'il est déjà trop tard. Si vous lisez le rapport de l'IPCC, qui est les scientifiques, le panel de scientifiques qui étudie un peu les changements climatiques, etc. Donc, toutes les données que vous lisez au quotidien sur les changements climatiques, le manque d'eau dans le monde, ça vient de ce document-là. Maintenant, le ton, une dizaine d'années, le ton du document était qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la catastrophe. Maintenant, c'est, il est trop tard, qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter? Donc, si on veut prendre action, c'est maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.